tous. Donc effectivement, je vais commencer par me présenter. Pardon. Je m'appelle Florent Drosiac, je suis responsable d'opérations antiques et archéobotaniste au sein du département du Val d'Oise, du service départemental d'archéologie du Val d'Oise, depuis 1 an et demi seulement. D'où la toute petite correction que je vais commencer par faire, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter ne sera pas sur le Val d'Oise, notamment parce que mes travaux de doctorat se sont concentrés sur le nord de la France, d'accord ? Donc quand j'ai pu prendre des exemples du Val d'Oise, je l'ai fait, mais en l'occurrence, depuis 1 an et demi, j'ai eu pas mal de choses à faire et pas forcément que sur la Carpeaux. Donc voilà, il y aura pas mal d'exemples, mais notamment sur le nord de la France. Je vais décomposer la présentation, on va dire, en 3 grands thèmes. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est la carpologie, même si aujourd'hui c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur internet, vous tapez carpologie, mais je vais rentrer dans le détail. On va voir les enjeux, c'est-à-dire les thèmes de recherche de la carpologie. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ensemble les quelques exemples que je peux vous présenter, en sachant que je le précise d'entrée, je pense que je parle à des initiés. La carpologie toute seule ne permet pas de solutionner des questionnements sur des sites archéologiques. L'archéologie aujourd'hui, c'est une discipline pluridisciplinaire. La carpologie est un des éléments de réponse et on est vraiment sur le fait de croiser les disciplines pour apporter des réponses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fin de compte. Aucune des études carpologiques que je vous présente aujourd'hui, seule, n'aurait pu solutionner les questionnements sur les sites. Donc rapidement, parce que l'étymologie, la carpologie c'est quoi ? C'est l'étude des graines et des fruits retrouvés dans les contextes archéologiques. Et comme son nom l'indique, pour ceux qui ont fait un peu de grec et de latin, karpos en grec ça signifie le produit de la terre et des plantes, la graine, la semence, mais aussi le petit d'un animal ou le poignet. Dans le sens poignet, il faut comprendre la main qui est le fruit du bras. Ça vient également du latin carpo carpere, qui signifie cueillir, détacher, arracher. Et logie, ça vient de logia, c'est-à-dire ou loia en grec, qui signifie la science de. Donc on est littéralement sur la science des graines et des fruits retrouvés dans les contextes archéologiques. Aujourd'hui, on va un peu plus loin d'ailleurs en carpologie. Ça, c'est une définition qui s'applique plutôt au début des années 80, lorsque la discipline apparaît en France. Aujourd'hui, on va tendance également à étudier les feuilles, ce qu'on va appeler les MOC, qu'on verra ensemble, c'est-à-dire le matériel organique carbonisé, c'est-à-dire les pas en archéologie. Donc c'est quelque chose qui s'est un peu diversifié. Rapidement, l'histoire de la carpologie en France, c'est en gros Philippe Marinval, Marie-Pierre Ruas au Muséum d'histoire naturelle au début des années 80, qui vont développer ça. Et à partir de là, ils vont former des étudiants. Et au fur et à mesure, on va avoir pas mal de carpologues qui vont naître en France. Attention toutefois, aujourd'hui en France, on est en gros dans un colloque de carpologie, je schématise un petit peu, mais si on est 50 en France, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Donc on n'est pas nombreux, mais c'est une science qui se développe. En sachant que, dernière chose, comme toujours en archéologie, on accuse un petit retard par rapport aux anglo-saxons et aux allemands qui se sont mis à la carpologie bien avant nous. Donc on essaye de pallier notre retard en termes de corpus, mais voilà. On fait ce qu'on peut, mais on a une dizaine d'années de retard. Ils s'y sont mis un peu avant nous, les anglo-saxons et les allemands. Donc les sujets d'étude, ils sont nombreux, mais vous l'avez compris, ça va tourner autour des végétaux. Donc les restes végétaux provenant des couches archéologiques constituent une mine d'informations essentielle pour le carpologue. Ces restes végétaux vont renseigner sur la flore locale, bien entendu, sur le paléenvironnement des sites archéologiques, les pratiques agricoles, l'alimentation et les préparations culinaires. J'insiste sur le fait que, en tant qu'archéologue, je suis archéologue, je ne vais pas travailler sur l'environnement naturel. Je travaille sur des sites qui sont anthropisés, totalement anthropisés. Et ça, c'est un biais. C'est-à-dire que l'homme va avoir tendance à complexifier son environnement. Il suffit de regarder votre jardin, si vous en avez. Il y a beaucoup de végétaux différents à l'intérieur. Si vous le laissez, on va dire, si vous ne l'entretenez pas, votre jardin il va se simplifier au bout d'un moment. Donc l'homme complexifie son environnement, c'est ce qui fait la beauté de la discipline et en même temps sa difficulté. Donc voilà. Les restes végétaux témoignent aussi de la présence d'espèces indigènes ou du déplacement de certaines espèces sur les grandes distances. Typiquement, là, c'est l'idée, par exemple, de la néolithisation. C'est l'idée, je prends toujours le même exemple en termes de déplacement, étant antiquisant. Le long du Nuès rhénan, je ne sais pas si vous le savez, mais les Romains vont poser à gauche à droite des forts, et les légionnaires romains vont amener avec eux des denrées relativement rares qui viennent d'Orient ou du Moyen-Orient. Et c'est assez intéressant de voir que sur le Limès rhénan, à l'époque romaine, on va retrouver de la date.
Dans le reste de la Gaule, on ne trouve pas grand-chose. Il faut vraiment aller du côté de la Méditerranée pour retrouver de la date. Donc il y a des brassements comme ça, il y a des brassages de végétaux durant toutes les périodes, notamment l'époque romaine, mais pas que. Donc c'est un truc qu'on peut suivre comme ça, les végétaux au fur et à mesure des siècles. Donc la carpologie, qu'est-ce qu'on étudie exactement? On va étudier les graines, les fruits, les noyaux, les feuilles, les bourgeons, les mousses, et le reste de traitement de céréales. Et ça, on n'y pense pas forcément quand on n'est pas dedans. Tout ce qui va être glumes, épillets, fragments de rachis, tout ce qui va composer l'épi de céréales, ça peut s'étudier. Et c'est absolument essentiel parce que, on le verra un petit peu après, ça permet de savoir quel était le mode de culture, à quel point, s'il y avait des rendements, quel type de rendement, s'il y avait une période de jachère. Enfin, en étudiant ces petites parties qui peuvent paraître insignifiantes, on peut aller très loin dans la compréhension des pratiques agricoles, notamment des pratiques agricoles du passé. Donc voilà, en sachant que pour le nord de la France, la plupart de nos contextes, faut pas se mentir, c'est des contextes qui vont conserver les graines par carbonisation. Donc on est systématiquement dans un système de cuisson, d'anthropisation ou dans quelques rares cas, c'est ce que je vous ai mis ici, d'incendie accidentel. On a un certain nombre de sites, je pense à Blixbuch-Rhenheim par exemple, qui est une agglomération de Lorraine, une agglomération romaine qui va brûler au IIIe siècle. Pour eux, c'est horrible. Pour l'archéologue, c'est fascinant, puisqu'on a une agglomération qui va être un peu figée dans le temps. Donc, dans ces rares cas-là, assez horribles, le carpologue se fait vraiment plaisir parce qu'on a des choses assez somptueuses qui sont conservées. C'est pas courant, mais ça peut exister. Et la plupart du temps, ces contextes carpologiques, ça va être du rejet de foyer, ça va être quelque chose qui est lié à l'alimentaire. Donc, premier mode de conservation, je vous ai mis une photo de Véronique Materne. Donc, je vais citer plus ou moins régulièrement de grands carpologues. Véronique Materne, Zec Materne, aujourd'hui, elle est au Muséum d'histoire naturelle. Et là, je vous ai mis une petite photo qu'elle avait prise, c'est de l'Olea europea, c'est-à-dire c'est de l'olive, conservée par carbonisation. À côté, vous allez avoir le second mode de conservation, un second mode de conservation qu'on va retrouver dans le nord de la France, ce qu'on appelle l'imbibition. L'imbibition, ça va être en gros de l'eau plus du sédiment, ça crée un milieu anaérobie, c'est-à-dire une absence d'oxygène. À partir du moment où vous n'avez pas d'oxygène, les choses vont être conservées, d'accord? Donc là, l'oxygène nous permet de respirer, jusque-là tout va bien, mais c'est aussi ce qui va désagréger les choses, l'oxygène. À partir du moment où vous coupez les végétaux de l'oxygène, les végétaux se conservent, plus ou moins bien, mais se conservent. Et donc là, typiquement, vous avez Vitis vinifera, donc photo de Bénédicte Pradin, c'est-à-dire c'est de la vigne conservée par imbibition, et ça, naturellement, par exemple, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les puits, par exemple, quand on va les fouiller. Donc ça, c'est le deuxième mode de conservation. Troisième mode de conservation, le plus répandu dans le nord de la France, la minéralisation. La minéralisation, c'est quoi? C'est lorsque des phosphates vont pénétrer dans les végétaux et remplacer le végétal. Je schématise un petit peu, et ça, on va le retrouver où? Principalement dans les latrines, ou principalement dans les sites qui vont être gorgés de calcaire. Donc dès qu'on a un site où il y a de l'extraction de calcaire, c'est propice à la conservation des carporestes, et notamment par minéralisation. Par convention, on appelle ça la minéralisation, mais en gros, ça a des mots différents. On va plutôt parler de calcarification lorsqu'on a une concentration en calcaire, mais peu importe. Pour le nord de la France, c'est principalement ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Égypte, hélas, on n'est pas au Pérou, on n'a pas des températures qui sont extrêmement élevées qui vont permettre d'avoir un taux d'humidité très très bas. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver en Égypte où les plantes se mettent en dormance. Nous, on va avoir des conservations qui vont détruire les carporestes, la carbonisation, l'imbibition, la minéralisation. Vous ne pouvez pas replanter les graines qu'on trouve, elles sont fossilisées. Sur un site archéologique, je vais faire un tout petit peu de méthodologie pour bien comprendre. Comme je vous le disais, la plupart du temps, on va étudier, notamment dans le Val d'Oise, plutôt des contextes carbonisés. C'est intéressant, c'est super. Cependant, dans un monde idéal, le carpologue veut les 3 types de conservation. Pourquoi ? Parce que sur le carbonisé, on va principalement conserver de la céréale et de la légumineuse. Sur de l'imbibé, on va avoir un panel un peu plus important de plantes, mais les céréales ne vont pas se conserver puisque dans l'eau, l'amidon des céréales va se dissoudre. Donc on ne va pas avoir les céréales. Et dans le minéralisé, on ne va pas avoir les céréales, on va avoir principalement du fruitier. Donc quand on a fait ce tour d'horizon, vous comprenez bien que sur un site archéologique, si je peux le faire, je préfère avoir les 3 types de conservation différents. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait sur le site archéologique.
Ça ne se passe jamais comme ça, parce que l'archéologie, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Mais dans un monde idéal, j'adorerais avoir à chaque fois ces 3 types de conservation. Rapidement, parce que c'est de la pure méthodologie, en archéologie, on peut échantillonner l'intégralité des structures archéologiques. Les carpores se conservent dans toutes les structures archéologiques. Il n'existe pas une seule structure où on n'est pas susceptible de trouver des carpores, d'accord ? Les puits, c'est ce qu'on a ici. Donc les puits se fouillent un petit peu en archéologie, mais pour des raisons de sécurité, il faut faire appel à des spécialistes. Les latrines, les fosses, les céramiques, les foyers, les trous de poteaux, les meules aussi. Maintenant, on gratte les meules et on récupère les résidus autour des meules. Donc il y a aujourd'hui, tout peut s'échantillonner d'un point de vue de la carpologie. Ça, rapidement, c'est juste pour vous expliquer que la méthodologie est bien posée. Sur un site archéologique, dans un monde idéal, il me faut 30 prélèvements par phase chronologique sur un site archéologique. Ce qui signifie que si j'ai une phase néolithique, protohistorique, romaine, il me faut 90 prélèvements en tout, puisqu'il m'en faut 30 pour le néo, 30 pour la proto, 30 pour le romain. Encore une fois, ça ne se passe jamais comme ça, mais dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Et après, rapidement, mais voilà, c'est juste pour vous le présenter, en fonction des structures et du type de conservation, on va échantillonner plus ou moins de sédiments bruts, puisque sur de l'imbibé, vous allez avoir énormément de carporestes, sur du carbonisé, assez peu. Donc je vais prélever des volumes beaucoup plus importants sur du carbonisé que sur de l'imbibé, d'accord ? Donc voilà pour la méthodologie. Une fois que j'ai échantillonné, je vais passer au tamisage à l'eau. Donc je ne suis absolument pas écologiste. Hélas, mon métier consomme énormément d'eau. Plusieurs centaines de litres d'eau pour un seul prélèvement. Une fois que j'ai tamisé, je laisse les refus de tamis sécher, si tant est que ce ne soit pas de l'imbibé. Et une fois que j'ai réalisé mon tamisage, je vais passer l'intégralité des refus de tamis sous loupe binoculaire, puisqu'on comprend bien que la plupart des graines font quelques millimètres, d'accord ? Ma colonne de tamis, elle va de 4 mm jusqu'à 0,3 mm, donc 300 microns. Pourquoi ? Parce que pour le nord de la France, les graines les plus petites, ça va être la graine d'ortie, qui fait vraiment quelques microns. Donc c'est très important pour moi d'avoir toutes les mailles pour avoir l'ensemble des végétaux de mon site archéologique. Et si vous avez typiquement le genre de choses que je vais trier derrière, donc c'est plusieurs heures de tri à chaque fois. Ici on voit des caryopses, c'est-à-dire des grains de céréales, hop là, qu'on voit bien sous mon pointeur laser. Enfin, juste pour la méthodologie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le grain il est intéressant, le grain on l'a là, hop là, c'est ce qu'on appelle le caryops. Mais dans un monde idéal, ce qui m'intéresse encore plus, c'est tout ce qui va être fragments de balles, parce que ces fragments de balles, ils sont essentiels, et d'un point de vue de la détermination, ils sont beaucoup plus précis que le caryops. La difficulté de la carpologie, notamment pour les céréales, c'est que si vous prenez un épi de céréales, sur un même épi, les différents grains de blé, ou d'orge, peu importe, peuvent être différents. C'est ce qu'on appelle la variabilité écologique, ce qui rend assez complexe l'identification. Cependant, ce qui ne diffère pas, ça va être les fragments de balles. Donc les fragments de balles, si tant est que je puisse les avoir, c'est beaucoup plus intéressant pour l'identification. Au-delà du fait qu'on va le voir dans les exemples que j'ai choisis, si j'ai les fragments de balles, ça veut dire qu'il y a un traitement des récoltes, ça veut dire qu'on a moissonné à une certaine hauteur, etc., etc. Donc c'est très intéressant d'avoir ces fragments de balles. Pour l'imbibition, c'est quelque chose qui est également extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que le corpus taxonomique qu'on va avoir est beaucoup plus large. Le corpus taxonomique, si je schématise les différentes espèces qu'on va avoir, plus il est complexe, plus ça permet de créer des assemblages entre les plantes. C'est-à-dire que plus j'ai de taxons, plus j'ai d'espèces, plus je peux décrire le site qui existait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, etc., etc. Avoir un ou deux taxons, c'est intéressant, c'est un témoignage de quelque chose. En avoir plusieurs centaines, si tant est que ce soit possible, c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue de la méthodologie et de la science. Donc on étudie des graines, et dans de très rares cas, pour ceux qui sont allés à Pompéi, on peut étudier des pins. Donc ici vous avez le Panis quadratus tout en haut. Hop là j'ai une souris, voilà. Donc ça, bien sûr, on est en Italie, on est du côté du Vésuve, c'est formidable, c'est beau. Ce qu'on va avoir en France, c'est ce que vous avez ici, plutôt pour les pins, d'accord ? Parce qu'on est en France, on n'est pas en Italie. Et ça, c'est un site que j'ai étudié, qui vient du nord de la France. Ça vient d'un bûcher funéraire que je vous présenterai tout à l'heure. Et c'est des fragments de pins, de moques, matériel organique carbonisé, qui sont posés sur les bûchers funéraires, notamment romains. Et lorsque le bûcher s'écroule
lorsqu'il brûle, ça s'explose dans le bûcher. La remarque qu'on m'a fait une fois quand j'ai présenté ça, c'est « mais pourquoi vous ne recollez pas ça ?» Parce qu'il y a plusieurs milliers de fragments et que j'ai pas vraiment envie de le faire. Cependant, ça serait possible en fait, si quelqu'un a envie de faire des puzzles, il est possible de recoller ces pins pour voir à quoi ça ressemblait. Nota bene pour la partie occidentale de l'Europe, le pin pour l'instant le plus vieux qu'on ait est daté de 3560, 3530 avant Jésus-Christ, et c'est un pin qui a été retrouvé en Suisse, qui est carbonisé également. La plupart des pins qu'on retrouve, enfin tous les pins qu'on retrouve sont carbonisés d'ailleurs. Il n'y a pas de conservation, puisqu'encore une fois, sinon les céréales se dissouent dans l'eau. Et l'étude des pins, c'est quelque chose qui est très très récent. Pendant très longtemps, ça je pense que vous le savez, l'archéologie c'est une discipline qui évolue plus ou moins rapidement. Pendant très longtemps, les résidus que vous avez là, sous mon pointeur laser, on a considéré que c'était du charbon et on les balançait. Et un jour, il y a un carpologue qui s'est penché dessus, qui a dit ce ne sont pas des charbons, c'est du pain, et c'est un témoignage de quelque chose. Donc ça fait seulement moins d'une dizaine d'années qu'on étudie les pins véritablement en archéologie, exception faite des pins d'Herculanum, des pins de Pompéi, qui sont exceptionnels, et où là on a bien compris qu'on était en présence de pins. Alors pour les quelques exemples que j'ai choisi de vous présenter, je vais commencer par un exemple dans la cité des Atrébates, on est dans le nord de la France. Parce que c'est d'un point de vue archéologique et carpologique, c'est une étude qui a été vraiment super bien menée. Et on a quelques témoignages comme ça, hyper intéressants de ce qui se passe, notamment en ce qui concerne les offrandes alimentaires et les dépôts d'origine végétale dans les contextes funéraires. Pourquoi cet exemple-là ? Tout simplement parce que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, surtout une quinzaine d'années en arrière, on savait qu'il y avait des dépôts funéraires sur les bûchers, que les bûchers soient proto-historiques ou romains. Cependant, témoigner de la présence de dépôts de végétaux dans les contextes de bûchers funéraires, c'est beaucoup plus récent. Il faut attendre le développement de la carpologie, des disciplines archéobotaniques pour le comprendre. Donc, les offrandes alimentaires et les dépôts d'origine végétale, découverts en contexte funéraire, permettent de comprendre les rites et les pratiques mortuaires. Tous les types de structures funéraires, bûchers, tombes à incinération, dépôts liés à la crémation, sarcophages, sont considérés dans cette méthodologie. Donc le mort, d'une manière générale, ici je prends l'exemple des Romains, est systématiquement accompagné dans la mort par des dépôts d'origine végétale. C'est systématique. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le temps de le faire, lorsqu'on prend le temps de faire ces échantillons, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Un bûcher funéraire, pour les non-initiés, quand on est en fouille, après décapage, ça donne ça. Je ne sais pas si on voit bien, on voit rien du tout, je pense. Mais on a un niveau de terre rubéfiée, comme ça, un liseré, hop là, qui est ici, je ne sais pas si vous voyez, sous mon pointeur laser. Et ça nous permet de comprendre assez rapidement qu'on est sur une fosse qui a brûlé. C'est ce qu'on appelle la terre rubéfiée. Et lorsqu'on se met à fouiller, hop là, assez rapidement, c'est ce qu'on a ici, on s'aperçoit qu'on est sur des bûchers funéraires. Les bûchers funéraires, et nous, ça nous arrange en carpologie, systématiquement sont fouillés à l'aide d'un carroyage qu'on voit ici. Vous voyez, on fait des carreaux de 10 sur 10 ou de 20 sur 20 en fonction de la largeur du bûcher. Et le bûcher est fouillé carré par carré. Ce qui est hyper intéressant pour moi, en tant que carpologue, c'est qu'en fonction de ce que je vais trouver dans les carrés, je vais pouvoir localiser les dépôts. Ça, c'est dans un monde idéal, puisqu'il y a une variable qu'on vient de comprendre grâce à ce site-là, c'est qu'un bûcher, vous avez plusieurs centimètres, voire 1 mètre de bois, et que le bûcher, à un moment, s'écroule. Et lorsqu'il s'écroule, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les carporès vont se disperser dans la structure. C'est-à-dire qu'on tente de localiser des choses, mais il y a un phénomène de destruction du bûcher, d'effondrement du bûcher, qui va venir disperser les carporestes. Quoi qu'il en soit, on va s'apercevoir qu'il y a quand même des petites choses qu'on peut dire. Donc, on fait une fouille, unité stratigraphique par unité stratigraphique, et surtout carreau par carreau. Pour le bûcher que vous avez ici, ne serait-ce que pour ce bûcher-là, c'est plus de 300 prélèvements, d'accord ? Donc, des prélèvements de 10 litres dans la mesure du possible, mais un nombre conséquent de prélèvements. On avait plus d'une trentaine de bûchers sur ce site-là, donc je vous laisse imaginer la taille du dépôt. Et dans ma partie, dans ma partie de la carpologie, j'ai mes prélèvements, je les ai tamisés, ça me donne ce genre de résidus-là. Et à l'intérieur de ces résidus, vous allez avoir notamment des MOC, matériel organique carbonisé. À l'intérieur, vous n'avez pas que ça. Vous allez avoir, alors je suis carpologue et je fais un peu d'anthracologie, donc l'étude des charbons de bois. J'ai une structure en fait que j'ai tamisée, enfin des prélèvements que j'ai tamisés jusqu'à 0,3 mm, c'est ce que je vous disais, parce que c'est les graines les plus petites qu'on peut avoir. Un nombre minimum d'individus qui monte à 75, c'est uniquement 10 taxons, c'est-à-dire 10 espèces
entre guillemets, différentes dans ma structure. Et j'ai principalement de l'amidonnier, de l'épeautre et du blé nu qu'on retrouve dans ma structure que vous avez ici. Hop là. Donc les céréales, c'est les cercles en bleu clair. Les légumineuses, c'est bleu foncé. Et ensuite, je vais avoir quelques mycicoles, c'est-à-dire des mauvaises herbes, des récoltes en vert. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'aperçoit que malgré l'effondrement du bûcher, les mocs, c'est-à-dire les pins, sont localisés plutôt au niveau de la tête du défunt. Malgré l'effondrement, on observe bien qu'autour du crâne du défunt, vous allez avoir une concentration de pins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a longtemps considéré que le monde romain était quelque chose d'extrêmement schématisé, c'est-à-dire qu'il répète systématiquement les mêmes choses. Je ne vais pas vous montrer la trentaine de bûchers qu'on a découverts, mais très clairement, il n'y a pas de systématisation. Il y a une systématisation dans l'offrande, on offre quelque chose, mais en termes de positionnement dans le bûcher, sur ce site-là, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire ils font systématiquement la même chose. Il y a un pain, ok, mais à quel endroit on pose le pain, c'est extrêmement variable. Si je m'arrête 2 secondes sur l'étude anthracologique, parce qu'elle est intéressante, on s'aperçoit que, c'est ce que je vous mets ici, j'ai principalement du frêne à l'intérieur. Et les Romains, comme n'importe quelle civilisation, peu importe, ne font pas les choses par hasard. On s'est aperçu que le frêne, c'était un bois qui avait une très forte valeur calorifique. Donc on utilise du frêne dans les bûchers funéraires romains. Pourquoi ? Parce que ça brûle fort pendant longtemps. Et pour brûler un corps, c'est quand même pas mal, d'accord ? Et l'intégralité des bûchers du site sont principalement composés de frêne pour brûler les corps rapidement et de façon relativement importante. Donc, des offrandes végétales à l'intérieur des bûchers, à la fois des céréales, des légumineuses et du pain. Pour l'instant, on n'a pas découvert de fruits dans ces contextes-là. Premier point. Et deuxième point, autant les mocs sont localisés de façon assez certaine dans les structures, autant en ce qui concerne les céréales, si on prend les cercles bleu ciel que vous avez, on s'aperçoit que les céréales sont un peu dispersées partout dans la structure. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est dû au moment où le bûcher s'effondre lorsqu'il a brûlé et les céréales se dispersent, ou est-ce que c'est dû à un geste, c'est-à-dire qu'il y a certaines théories qui voudraient que pendant que le corps brûle, on jette comme ça sur le bûcher les céréales. Les deux théories s'opposent, peu importe, c'est le principe de l'archéologie. Quoi qu'il en soit, on observe bien ici qu'il y a une dispersion au sein du bûcher de céréales. Juste cette diapositive-là, on n'est pas sur le même site, on est à Meisingen, on n'est pas très loin. Juste pour illustrer que la carpologie, c'est pareil, elle évolue. Et aujourd'hui, par exemple, ici vous avez un fragment de pain, ça ressemble à rien, d'accord, ça ressemble à un gros morceau de charbon. Et on va utiliser du MEB. Microscope à balayage électronique, lorsqu'on a à disposition ce MEB, on en a un Nanterre au sein de la MSH Monde. Et on va pouvoir étudier dans le détail la composition de ces pains. Et à Meisingen, on a pu utiliser le MEB, on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on n'est pas dans le cadre de pain. Alors ça n'intéresse que les carpologues, mais on a à l'intérieur de ce MOC, cette préparation boulangère de Meisingen, notamment un peu de sucre, c'est du miel en fait, et du lait, ce qui correspond plutôt à une brioche qu'à un pain techniquement. Encore une fois, ça n'intéresse que nous, mais ça veut bien dire qu'on dépose plusieurs types de choses à l'intérieur de ces différents bûchers. Autre exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui, on va être sur les pratiques agricoles. Les pratiques agricoles, on va s'apercevoir qu'en étudiant les céréales, les fragments de balles et les mycicoles, c'est-à-dire les mauvaises herbes des cultures, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au sein des établissements ruraux, proto-historiques, romains, d'époque médiévale, peu importe. Donc ici, on est toujours dans le nord de la France, et je vais vous présenter un site en particulier, c'est le site du Raquet. Le site du Raquet, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez sous les yeux un établissement rural d'époque proto-historique et une transition gallo-romaine. Ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait trouver en termes de forme dans le Val d'Oise. Le système de double enclos, c'est typiquement proto-historique. Et on a tendance systématiquement à le rapprocher d'un établissement qui va produire des céréales, à mon avis, de façon un peu raccourcie, parce que c'est pas parce qu'on est dans le monde rural qu'on ne fait que produire de la céréale. On est dans le monde rural, on peut produire différents types de choses. En l'occurrence ici, on va certainement avoir un mode de production, notamment de la production de céréales, parce qu'on a énormément de silos qui vont être découverts. Donc le site que vous avez sous les yeux, il est daté de l'Athènes B jusqu'à l'époque gallo-romaine, et ce qui est très très intéressant, parce que ça c'est assez rare, on va le suivre durant toute la transition, l'Athènes B, l'Athènes D2 et l'époque gallo-romaine.
Je n'entrerai pas dans le détail pour les initiés de la différence entre l'Athènes D2 et gallo-romaine. Elle n'est pas folle la différence. C'est un débat entre les proto-historiens et les romanisants, mais voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir l'évolution des pratiques agricoles et l'évolution de l'alimentation des populations romaines. Si je prends l'alimentation d'une part, pourquoi étudier la carpologie? Tout simplement parce que les systèmes alimentaires sont complexes et évoluent plus ou moins rapidement. Il y a une chose que vont apporter les Romains avec eux, enfin ils vont apporter plein de choses, mais une chose en particulier, c'est les blés nus. Les blés nus, c'est-à-dire ce qui va correspondre à peu près aujourd'hui à notre froment, c'est une céréale qui est typiquement romaine, parce que c'est une céréale qui permet de faire quoi? Du pain. La culture romaine, la civilisation romaine, c'est la culture du pain à pâte levée. Et les Romains vont apporter avec eux, lors de leur conquête, ce blé-là. Il existe un petit peu avant, parce qu'il y a des échanges entre les Romains et les Gaulois, mais ils vont apporter avec eux ce blé-là. Et ce blé, à partir du moment où les Romains pénètrent en Gaule, il va se généraliser en Gaule de façon exponentielle. Très rapidement, les Gaulois vont cultiver ce blé-là pour faire du pain à pâte levée. Et on s'en aperçoit assez bien ici, c'est-à-dire que les Gaulois, l'Athènes B, ils ont de l'amidonnier, de l'orge vêtue, pois, lentilles. L'amidonnier, c'est un blé vêtu qui a un taux de gluten et d'amidon assez bas, qui permet de faire des galettes ou des bouillies, mais pas grand-chose de plus. Donc l'Athènes B, on a de l'amidonnier, ça c'est cohérent dans tout le nord de la France. L'Athènes D2, juste en dessous, donc on est sur une transition quand même, les Romains sont déjà présents en Gaule. On va avoir de l'épaule, c'est toujours un blé vêtu, mais qui est un peu moins rustique, on va dire, que l'amidonnier. Orge vêtue, l'amidonnier est toujours présent, pois et rave. Et à partir du moment où les Romains vont s'installer sur ce site-là, ou en tout cas il y a une présence romaine, on s'aperçoit de quoi? Que le blé nu va apparaître. Et ce blé nu, il va se systématiser dans l'intégralité du nord de la France et de façon très très rapide. Ensuite, si on prend juste les taxons que vous avez sous les yeux, le système agricole gaulois, romain n'avait pas trop de doutes, mais pendant très longtemps, vous savez, on a dit que les Gaulois étaient des bouseux. C'est faux, bien entendu. Et le système agricole gaulois est extrêmement performant. Si je prends par exemple amidonnier, orge vêtue, pois, lentilles, ces 4 taxons-là soulignent que les Gaulois, dès l'Athènes B, mais bien avant déjà, connaissent les cultures d'hiver, les cultures d'été, sont capables de produire plusieurs fois par an, sont capables de faire des rotations des cultures. Pourquoi? Parce que l'amidonnier, c'est un blé d'hiver, l'orge vêtue, c'est une céréale d'été. Donc rien que sur ce site-là, on est capable de produire plusieurs types de céréales durant l'année. On sait déjà que les fabacées, c'est-à-dire les pois et les lentilles, permettent de apporter des nitrites et des nitrates dans le sédiment. Donc ils ont déjà une maîtrise de leur agriculture. Et les Romains, derrière eux, effectivement, vous poussez encore le truc beaucoup plus loin. Les Romains vont diversifier le nombre d'espèces en Gaule. Ne serait-ce qu'à l'époque romaine, on estime qu'il y a plusieurs centaines de variétés de pommes. On n'est pas capable aujourd'hui, du point de vue de la carpologie, d'identifier les différentes variétés de pommes. Mais si vous prenez Pline l'Ancien, il y a des listes avec un innombrable de pommes, de poires dès l'époque romaine. Et ce qui nous intéresse peut-être un peu plus juste en termes de présentation, ça va être les plantes mycicoles. Donc toutes les mauvaises herbes qui sont liées aux cultures. Lorsque les Romains labourent leurs champs, ou les Gaulois, peu importe, ils vont récolter en même temps que leurs céréales ce qu'on appelle les plantes mycicoles, les mauvaises herbes. Donc je vous en ai mis quelques-unes ici. Et étudier ces mauvaises herbes, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ces mauvaises herbes, elles ne poussent pas à la même hauteur. Et le fait qu'elles ne poussent pas à la même hauteur nous permet de comprendre justement à quelle hauteur on labourait les champs. Et par exemple, si on prend le site du Raquet, on s'aperçoit qu'on a une espèce qui nous intéresse, c'est la valériane. La valériane, c'est pas une plante qui est très... Enfin, Valeria dentella, pardon. C'est pas une plante qui est très haute, c'est-à-dire qu'elle fait au grand maximum 50 cm de hauteur. Ce qui signifie que sur le site du Raquet, lorsqu'on laboure, étant donné qu'on a avec les céréales la valériane, c'est-à-dire qu'on va prendre le chaume en même temps. On va prendre l'intégralité de la céréale. Et ça, d'un point de vue de l'agriculture et du traitement de l'agriculture, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter le chaume. Il y a 2 façons de faire durant l'époque gauloise, soit, toujours aujourd'hui d'ailleurs, soit on laisse le chaume sur place, soit on le prend. Sur le Raquet, ils le prennent avec eux. Parce que le chaume, ça permet de donner à manger au bétail, ça permet de faire des toits, ça permet de faire pas mal de choses. D'un point de vue de l'économie et de ce qui se passe, c'est extrêmement intéressant. Sur le Raquet, le problème qu'on va avoir, c'est que ça, on ne peut pas le suivre sur toutes les périodes. Pourquoi? Parce qu'on a la période l'Athènes B où on a pas mal de mycicoles. Sur les autres périodes, je n'ai pas assez de mycicoles pour savoir s'il y a une évolution des pratiques agricoles. En l'occurrence, l'Athènes B, on ramasse l'intégralité de l'épi et du chaume pour le traiter derrière.
Si je prends quelque chose de plus basique, ça peut nous arriver, je change de site, on va en Seine-et-Marne, on est plus proche d'ici, on est sur le site de Châteaublot, agglomération secondaire gallo-romaine. Grosse agglomération, hein. On a eu la chance de trouver dans un puits une céramique que vous avez ici. Hop là, la céramique est tombée dans un puits, intacte, droite, coup de chance. Et à l'intérieur de cette céramique, à la base, on commençait à vider le contenu pour le jeter. Sauf que ça ne se fait plus en archéologie. Avant que le drame soit fait, on a prélevé le contenu pour l'étudier. Et le contenu de cette céramique, il est extrêmement intéressant, puisque en Gaule du Nord, pour la Gaule du Nord, étudier des contenus de céramique, c'est extrêmement rare. À l'intérieur, j'ai une conservation par imbibition, c'est-à-dire que tout est conservé. Et on peut rentrer dans le détail. Je ne sais pas si on voit bien le tableau. Si, on voit bien le tableau qui est à côté. À l'intérieur de ma préparation, enfin, de mon prélèvement, j'ai quoi? J'ai des rachis de céréales que vous avez ici. Hop là. Donc les rachis, c'est ce qui compose la colonne vertébrale de l'épi de céréales. Et ces rachis sont aplatis. Le fait qu'ils soient aplatis permet de souligner que ces rachis ont été passés à la meule. D'accord? Ils passent dans une meule, ça permet de moudre la céréale et en même temps, la colonne vertébrale de l'épi va s'aplatir et ensuite va se retrouver dans la préparation. J'ai pas de grain de céréales à l'intérieur, mais vu qu'on est en milieu imbibé, c'est normal. Le grain de céréales ou le résidu de la céréale, potentiellement la farine, c'est totalement dissous dans l'eau. Ça, c'est cohérent. À côté de ça, dans cette préparation, j'ai quoi? J'ai des lentilles, Lance culinaris, et j'ai une concentration en lentilles relativement importante, puisque j'ai 361 carpores de lentilles. Et ces lentilles, elles ont toujours le même aspect. Ça va correspondre à la lentille verte du Poitou. Ces lentilles, elles sont systématiquement ouvertes dans le sens de la longueur sur ce prélèvement-là. Et à côté de ça, on va avoir quelque chose qui correspond à la triade aromatique romaine. On va avoir aneth, céleri, coriandre. Dans le nord de la Gaule, les plantes aromatiques les plus utilisées, ça va être ces plantes-là. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qui peuvent être cultivées localement. À l'époque romaine, hein, le poivre, ça existe, sauf que ça vient du Moyen-Orient, et autant vous dire qu'on ne trouve pas du poivre en Gaule du Nord comme ça. Donc on est en présence de quelque chose où on avait des céréales, des légumineuses et des plantes aromatiques. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez au Pline l'Ancien vous explique que ça correspond à une bouillie. Les Romains, ils vont concasser des lentilles, mélanger ces lentilles à de la farine de céréales, je ne sais pas laquelle, mais il y en avait de par la présence des rachis, et aromatiser tout ça avec la triade aromatique. Donc on est en présence d'une préparation culinaire littéralement balancée dans un puits à l'époque romaine, autour du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Alors je devance peut-être une question, pourquoi on balance une préparation culinaire qui était quasiment terminée, voire terminée, à l'intérieur de ce puits? Tout simplement parce que dans le corpus des plantes adventices, c'est-à-dire des mycicoles que vous avez là, il y a une plante qui est extrêmement problématique pour les Romains, c'est Agrostema gitago, l'agnelle des blés. L'agnelle des blés, aujourd'hui, c'est une plante qui a presque disparu à cause des pesticides. Le problème de l'agnelle des blés, c'est que c'est une plante qui est totalement toxique. Et quelques grammes de agnelle des blés peuvent tuer un cheval. Donc autant vous dire que l'homme, il y passe aussi. Et les Romains avaient déjà cette compréhension-là, hein. Ils savaient ce qui était bon ou pas pour eux. La théorie qu'on a émise, alors est-ce qu'elle est correcte ou pas, c'est qu'ils s'aperçoivent en faisant cuire la préparation culinaire qu'il se passe quelque chose avec leur préparation et qu'ils décident de tout jeter dans le puits pour s'en débarrasser. On sait, Pline, encore une fois, Pline, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs romains à avoir mis les pieds en Gaule. Pline explique très bien la dangerosité de l'agnelle des blés, notamment sur les chevaux. On ne faisait pas paître les chevaux dans des prairies où il y avait de l'agnelle des blés parce que c'était un drame pour les chevaux. Donc notre théorie, c'est ça, on est en présence d'une préparation culinaire balancée vraiment littéralement dans le puits pour s'en débarrasser et ne plus la retrouver. Alors pourquoi ensuite littéralement balancer cette céramique dans un puits qui pouvait être potentiellement utilisé encore? C'est une grande question, mais on n'a pas les réponses à toutes nos questions. Et juste pour terminer, juste en dessous, vous avez des fruitiers également, donc la noisette, noyer, ronce commune et de la vigne. Donc à l'intérieur de cette préparation, il y a certainement des choses qui sont venues polluer la préparation, mais qui nous intéressent. Effectivement, le repas des Romains était accompagné de fruitiers plus ou moins régulièrement. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste de souligner qu'on est en Gaule romaine et qu'il y a une pratique de la cueillette qui est extrêmement importante. C'est un moyen de subsistance majeur dans le monde romain, la cueillette. La noisette, la noix, la mûre, c'est quelque chose qu'on va retrouver quasiment sur tous les sites. Et après tout, pourquoi pas, c'est à disposition. On va cueillir de la noisette, de la noix, de la mûre, et on ramène ça pour s'en nourrir.
La vigne est plus problématique, enfin plus problématique non pour la Gaule romaine. Il y a un gros travail de Laurent Bouby sur la vigne. La vigne, elle est domestiquée très rapidement, notamment en Gaule narbonnaise. Dès la conquête romaine, les Gaulois se mettent à cultiver la vigne. Elle est importée certainement par les Grecs et quelque chose comme ça. Et les Romains sont les Gaulois, puis les Romains, mais les Gaulois sont adeptes de vin. Il y a des échanges économiques pour du vin entre les Romains et les Gaulois de façon très précoce. Si vous allez sur le site de Coran, en Auvergne, il y a de très très grosses quantités d'amphores à vin avant même la conquête romaine. Donc les Gaulois et les Gaulois ensuite romanisés vont s'accaparer le vin, produire du vin parce que c'est vraiment des adeptes de vin. On le sait notamment grâce aux amphores, parce que l'amphore c'est quelque chose qui va dans un seul sens, ça revient jamais en arrière. Et ensuite on va casser les amphores directement sur les sites. Et on a des monceaux et des monceaux d'amphores à vin, notamment sur les sites gallo-romains. Donc les Romains adeptes de vin. Autre site intéressant, on est encore dans le nord de la France, navré, mais un site qui justement qui posait pas mal de problèmes en termes de compréhension, et la carpologie va jouer son rôle. Alors pas que la carpologie, je vais vous parler aussi d'études physico-chimiques. Le site de Pécancourt, c'est un site qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une tourbière. Donc on n'est pas très loin de Douai, et on est sur une tourbière de type alcaline. Ce qui nous intéresse, c'est que encore aujourd'hui, dès qu'on creuse un petit trou à Pécancourt, en l'espace de quelques minutes, on a le niveau de la nappe phréatique qui monte. Pour mes collègues archéologues, c'est un enfer en termes de fouilles. Pour moi, carpologue, c'est une bénédiction parce que vous avez bien compris que j'adore ça, moi, d'accord ? C'est ma passion. Tout est conservé à l'intérieur. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Juste pour bien comprendre ce qui se passe sur ce site-là, hop là, la photo du dessus, c'est un état de la fouille au bout de quelques semaines, d'accord ? Dès qu'on creusait un trou à Pécancourt, et en plus on est sur une fouille archéologique, c'est-à-dire en fouille extensive, on s'est retrouvé quasiment avec un étang sous les pieds. Donc on a mis en place quelque chose, on a creusé les tranchées, on a mis des pompes H24, 24 heures sur 24 en train de pomper, on a réussi à assainir les choses, mais un site très très compliqué à étudier. Pour nous, et ce qui est intéressant, c'est ça à la limite, c'est-à-dire que pour nous c'est compliqué, on a les pieds dans l'eau. À l'époque romaine, notre question c'était pourquoi ils s'installent là ? C'est un enfer. Pourquoi venir volontairement s'installer ici ? Les conditions climatiques de l'époque romaine et celles qu'on vit actuellement sont à peu près les mêmes. Pourquoi aller s'installer ici ? Et on avait cette conviction qui est partagée par tous les archéologues, que les Romains ne sont pas bêtes, ils ne s'installent pas au milieu d'une tourbière par inadvertance, et ils ne s'aperçoivent pas au bout de quelques mois qu'ils ont les pieds dans l'eau. D'accord ? Si les Romains vont ici, c'est qu'il y avait certainement une raison. Et la question était de savoir laquelle. On va se retrouver avec un site à peu près comme ça. Donc pour ceux qui sont habitués des plans, c'est un immense réseau de fossés. Et lorsqu'on découvre ces fossés, on se dit, en fin de compte, le rôle de ces fossés il est assez simple, ça permet de drainer le sol, d'accord ? Sauf que, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, drainer le sol, c'est quasiment impossible sur le site de Pécancourt. Et assez rapidement, on se retrouve face à une impasse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi les Romains s'installent ici. On a un peu de céramique, ok, on a des fossés, on a des structures, mais pourquoi s'installer ici ? Et donc naturellement, on va faire plusieurs centaines de prélèvements de sédiments bruts au sein des structures, en imaginant que potentiellement l'arc botanique pourrait répondre aux questions. L'étude de Pécancourt, je vous ai mis que quelques structures parce qu'un tableau carpologique, on ne peut rien voir si je vous mets tous les prélèvements, mais je vous ai mis les structures significatives. On s'aperçoit qu'elle est intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une diversité écologique, c'est-à-dire que les Romains vont s'installer sur le site, on a des plantes alimentaires, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils ne font pas que passer, ils s'installent, ils vont consommer des choses. Ça, c'est un premier point. La diversité écologique, elle est importante. On a des végétaux. On retrouve le blé nu, ça correspond à l'implantation des Romains, d'accord ? Ce fameux froment blé nu qui permet de faire du pain. Donc on est bien chez les Romains. Vous avez un petit peu de blé épeautre, c'est normal pour le nord de la Gaule, d'une manière générale pour le bassin parisien au sens géologique du terme, parce que c'est une sorte de garde-fou alimentaire, l'épeautre. On a des légumineuses, des aromatiques, tout ça est très cohérent, et des fruitiers. Et en dessous, on a les plantes techniques. Dans les plantes techniques, on va retrouver 2 taxons, j'aurais pu en mettre 3. On a le chanvre, on a le lin, et on a également l'ortie, d'accord ? Donc pour ceux qui connaissent un peu... vous voyez peut-être où je veux en venir, mais ça va venir.
Donc on a des concentrations de plantes. Le cas pour être tout à fait franc, assez rapidement, ce qui attire mon attention, c'est le chanvre. Pourquoi ? Parce que le chanvre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une plante extrêmement rustique. C'est une plante qui souffre de la compétition écologique. Et si vous plantez une graine de chanvre dans votre jardin, la première année, le chanvre va pousser, la deuxième année, elle va subir la pression des autres plantes et va finir par disparaître. Et ça, c'est un facteur qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'au bout de 10, 20 ans, 30 ans, si on trouve toujours du chanvre, ça veut dire qu'il est exploité. En l'absence de la main de l'homme, le chanvre disparaît. Et là, il est important, le chanvre, c'est-à-dire que j'ai plusieurs centaines de carporestes, plusieurs milliers de carporestes, mais j'en ai 211 qui correspondent à du chanvre. Donc ça attire assez rapidement mon attention en me disant, bon, je me mets le chanvre de côté, d'accord ? Et la liste des taxons, donc là vous voyez que contrairement à ce que je vous présentais pour la préparation culinaire, on a une bonne centaine de taxons, et ça c'est pareil, je vais rentrer dans le détail, c'est hyper intéressant pour moi, ça permet de lier les ensembles écologiques ensemble et de comprendre ce qui s'y passe. Et on va s'apercevoir, et ça paraît cohérent, que dans les ensembles que vous avez sous les yeux, il y a notamment ceux qui sont ici, je ne rentrerai pas dans le détail des noms, vous avez des ensembles écologiques qui font référence au fait que le site avait les pieds dans l'eau. Donc on a les pieds dans l'eau aujourd'hui, on avait les pieds dans l'eau à l'époque, et ça vraisemblablement c'était recherché par les Romains. Donc dans les structures qu'on va échantillonner, on va échantillonner plein de structures différentes. La première que je vous présente ici, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une structure domestique. Et ça c'est intéressant, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction de ce site-là. Les Romains s'installent ici, et ils comptent s'y installer pour longtemps, d'accord ? On va cultiver des choses, on va s'alimenter de façon totalement normale dans un milieu plutôt où on n'a pas vraiment envie de s'installer à la base. Donc on va retrouver épeautres, amidonniers, blé nu, orge vêtue, millet commun, tout ça est extrêmement cohérent, le pois, la veste, la triade aromatique, avec un petit peu d'origan. L'origan, ça se cultive en Gaule du Nord à l'époque, c'est pas du tout un problème. Et des fruitiers qui vont faire également penser à une pratique de la cueillette, mûre, sureau noir, physalis, prunelle. Les Romains consomment beaucoup plus de choses que ce qu'on peut avoir dans notre frigo actuellement. Ils ont vraiment une diversité en termes de consommation. Et il y a un taxon qui apparaît également, qui fait écho au fait qu'on est dans l'eau, qu'on a les pieds dans l'eau, ça va être le saule pleureur. On va avoir énormément de saule pleureur sur le site de Pécancourt. Et l'avantage du saule pleureur, c'est qu'on comprend bien que... Aujourd'hui, il y a une acclimatation du saule pleureur, mais dans un monde idéal, le saule pleureur aime avoir les pieds dans l'eau, d'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez en planter un dans votre jardin, mais dans un monde idéal, le saule pleureur adore avoir les pieds dans l'eau, ce qui est cohérent avec ce qu'on imaginait. Donc, autre chose, en ce qui concerne les mauvaises herbes, les plantes sauvages, on a les groupes que vous avez ici, là, sous mon laser. Ça, c'est également des plantes qui vont aimer pousser soit les pieds dans l'eau, soit totalement dans l'eau. Donc encore une fois, l'intégralité de nos structures en creux que vous avez sous les yeux, ici, là, sous mon laser, sont systématiquement en eau au moment de l'occupation romaine. Et assez rapidement, je ne sais pas si ça va se voir, sur mes carporestes, je vais avoir quoi ? Je vais avoir des petites traces comme ça métalliques. Quand je découvre ça, je suis comme un fou parce que j'ai l'impression que c'est de l'or. Et je me dis, de l'or sur mes carporestes, c'est formidable. Assez rapidement, je me ressaisis, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'or. Et je fais appel à un collègue, Thomas Delbet, et un collègue à lui, Lilian Skite, qui sont à l'époque à l'université de Copenhague. Et je leur demande d'analyser sur mes carporestes la composition de ces résidus métalliques. Et assez rapidement, ce qui ressort de cette composition-là, c'est qu'on est en présence de fer et de manganèse. C'est pareil, je vais vous expliquer pourquoi on est en présence de fer et de manganèse, mais assez rapidement, ça attire notre attention et c'est assez cohérent avec la présence du chanvre et de l'ortie dans les structures archéologiques. La structure qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'ensemble des fossés que vous avez ici, hop là, comme ça, à l'intérieur desquels je vais retrouver énormément de chanvre. Ces structures, elles sont tout à fait particulières. Pour ceux qui ont vécu dans le nord de la France, c'est peut-être des structures qui vont vous parler. Ce sont d'immenses fossés, à l'intérieur desquels on va retrouver des petites fosses creusées, parallèles les unes par rapport aux autres. Ces fosses, elles descendent en pente douce, à l'intérieur du fossé principal. Et on a énormément de cas comme ça dans le nord de la France, mais jusqu'au niveau de Paris. De ces structures-là, vous voyez, c'est ce type de structure-ci, où on en a énormément. D'un point de vue archéologique, pendant très longtemps, il y a eu plein de théories différentes. Des embarcadères,
parce qu'on est toujours dans des milieux les pieds dans l'eau, sauf que les barques, aller poser une barque là-dedans, ça ne fonctionne pas. On a longtemps pensé que c'était également des abreuvoirs pour le bétail. Il y a eu plein de théories différentes. Cependant, ces structures-là, elles ont toujours la même forme et elles ont toujours une strate, une légère couche de fer et de manganèse à l'intérieur de leur dernière US, de leur US de comblement. Cette strate de manganèse sur les fosses comme ça, parallèles qui se jettent dans le fossé principal, je vous les ai mis ici en pointillé, je ne sais pas si on le voit bien comme ça, mais c'est systématique, on les retrouve systématiquement. Hop là. Ce qui m'intéresse dans le cadre de Pécancourt, c'est quoi? C'est que si on fait un rapide bilan, on est en présence de fossés parallèles qui se jettent dans un fossé principal, et on va avoir des concentrations en manganèse, en fer, on va avoir une présence de chanvre, on va avoir quelque chose qui se passe autour de l'eau. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça correspond typiquement à ce qu'on va avoir pour le rouissage. La présence du fer et du manganèse sur mes carporestes, on s'est un petit peu posé la question de savoir pourquoi. L'élément principal qui compose le chanvre, c'est quoi? C'est du fer et du manganèse. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que notre théorie, c'est la suivante. C'est que les petites fosses parallèles vont permettre de déposer du chanvre, en tout cas la canne du chanvre dans ces petites fosses parallèles. Le principe du rouissage, c'est quoi? C'est de faire macérer les cannes de chanvre pour ensuite pouvoir les travailler et les filer. On est vraiment dans cette étape-là du chanvre. Dans ces structures-là, je ne vais pas retrouver de carporès. C'est vraiment dans les structures annexes. Et on s'est longtemps demandé pourquoi on n'avait pas de carporès, de chanvre directement dans ces structures-là, mais dans les structures d'à côté. Tout simplement parce qu'en fin de compte, avant le rouissage, on a une étape qui est l'égrainage. En fin de compte, ils vont venir égrener les cannes de chanvre, balancer les carporestes de chanvre, enfin les graines de chanvre, dans des fosses techniques, et ensuite faire macérer les cannes de chanvre dans ces petites fosses, comme ça, parallèles. Alors pourquoi ces installations-là? Je me suis assez rapidement rapproché justement de quelqu'un qui faisait encore du rouissage actuellement. Et quand je lui ai présenté ces structures-là, ce monsieur m'a répondu « mais c'est formidable en fait, d'un point de vue technique, c'est absolument formidable ». Pourquoi? Parce que ce qui va faciliter l'action de rouissage sur la fibre, c'est quoi? C'est les bactéries. Et le fait que mes structures soient peu profondes, qu'il n'y ait pas un fort tirant d'eau, ça permet avec le soleil très rapidement de faire monter le taux de bactéries dans ces fosses-là. Et c'est un phénomène, c'est certainement des structures qui étaient relativement efficaces en termes de rouissage. Ça, c'est quelque chose qu'on a présenté avec des collègues sur un colloque qui a plutôt été bien reçu. Donc c'est ce que je vous mets ici, quelque chose qui est plutôt extrêmement efficace en termes de rouissage. Ce qui est intéressant, c'est que l'archéologue, d'une manière, l'humain, oublie les choses. Si je prends les sites du nord de la France, en faisant un peu plus de biographie, en s'intéressant à la mémoire des différents départements qui composent le Douaisis, on s'aperçoit qu'en termes de rouissage, on a tout un tas de sites en fait, et que la région, d'une manière générale, aujourd'hui on le sait, pratique le rouissage depuis le néolithique. On a juste un petit biais au niveau de l'époque proto-historique, on n'a pas de témoignage. Mais depuis le néolithique jusqu'à l'époque moderne, l'époque médiévale et moderne, les époques médiévales et modernes, ça se retrouve dans les sources, on s'aperçoit que toute la région pratique le rouissage et que mon site de Pécancourt, il est au milieu de tout ça, quoi. Donc c'est assez cohérent d'un point de vue archéologique et historique. Donc, il me reste un tout petit quart d'heure pour vous présenter un dernier site, le site de Beaune-la-Rolande. Donc là, on est un peu plus bas, on est en dessous de Paris. Le site de Beaune-la-Rolande, il est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une agglomération secondaire gallo-romaine. Ici, alors je vous ai mis un dessin qui a été fait, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, une illustration, qui illustre ce qu'on appelle l'habitat en lanière. L'habitat en lanière, c'est quoi? C'est un habitat étroit, de bord de voie, et avec derrière l'habitat, des parcelles de jardins ou de cours, des cours qui vont se développer. Ça, c'était la théorie dans les faits. On a longtemps considéré que l'habitat devant, l'artisanat devant, et derrière, vu qu'on n'a pas grand-chose, pas trop de structure, on y met des jardins potagers et des vergers, comme ça permet de solutionner la question. Cependant, Christian Crébellet, qui a fouillé à Beaune-la-Rolande, s'est dit, plutôt de simplement faire des supputations, on va fouiller, on va échantillonner, on va voir ce qui s'y passe. Et le cas de Beaune-la-Rolande, toute petite agglomération secondaire, c'est un village-rue, il y a quelques maisons. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup échantillonné. Et si on prend le site de Beaune-la-Rolande, en périphérie d'une maison, on va se retrouver notamment avec plein de fosses de plantation, enfin des petites fosses d'ailleurs, avant d'être des fosses de plantation, en périphérie d'une maison. Ces fosses, elles sont systématiquement de la même forme, ce qu'on appelle des alvéis, décrites par Pline l'Ancien toujours. Ces alvéis, ça permettait notamment de cultiver la vigne.
au sein d'une même fosse, vous mettiez un seul pied de raisin qui débordait de chaque côté de la fosse. Ça permettait d'avoir avec un seul pied 2 pieds de raisin. Donc assez rapidement, on fait un échantillonnage systématique. Dans ces fosses-là, on ne retrouve pas grand-chose, ce qui est cohérent parce qu'on n'est pas en milieu anaérobie, on n'est pas en milieu imbibé, il n'y a pas de minéralisation, il n'y a pas de carbonisation. Cependant, on va échantillonner la maison qui est juste à côté. La maison qui est juste à côté, en termes de fondation, d'organisation de l'espace, a été très particulière. Ces alvéoles, je vous ai mis un détail ici. Hop là. Donc c'est vraiment des toutes petites structures. Et ce qui nous intéresse ici, pour Bonne-la-Rolande, c'est qu'il y a quelque chose de cohérent qui va se dessiner entre la palynologie, ce qu'on a fait de la palynologie, la carpologie et l'étude archéologique. En fin de compte, on a des alvéoles, des fosses de plantation. Ici, on a une multiplication des fondations qu'on a identifiées comme étant des longines. Ici, vous avez une petite salle avec abside qui correspond au pressoir typique, avec une fondation en plein milieu de la salle à l'époque romaine. Et surtout, en termes d'échantillonnage, on va se retrouver avec des concentrations de pépins de raisin qui sont extrêmement importantes. Et en fin de compte, on crée un lien entre cette maison-là. On va produire du vin de raisin, la concentration de raisin et de pépins de raisin et la présence des alvéoles sur le côté. Le site de Bonne-la-Rolande, il est assez exceptionnel pour ça, puisque lié en contexte urbain, une production de vin et le fait qu'on soit en contexte urbain est assez exceptionnel. Pendant très longtemps, dans le monde romain, on a considéré que les urbains étaient de simples consommateurs, les ruraux étaient de simples producteurs. Aujourd'hui, on en revient, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais au sein des agglomérations gallo-romaines, on va produire des choses, et ça paraît absolument évident, comme vous pouvez produire dans vos jardins des choses à l'époque. L'agglomération de Bonne-la-Rolande, après, ne fait pas exception à la règle par rapport aux autres agglomérations de Gaule du Nord. On va retrouver des blés nus, on va retrouver de l'orge, on a déjà une rotation des cultures, on a vraiment quelque chose qui se met en place. Si je dépasse un peu la carpologie, ce qui est intéressant, c'est qu'en liant, je ne sais pas si on revient le plan, en liant avec l'archéozoologie, non seulement on a mis en évidence la présence d'un vignoble, si tant est qu'on puisse appeler ça un vignoble, étant donné qu'il y a 70 fosses, mais bon, si c'est une culture de vigne, donc vignoble. On a mis en évidence la mise en culture d'une petite arboriculture, c'est-à-dire que quelques arbres fruitiers sont cultivés derrière. Et ensuite, l'espace qu'on a longtemps considéré comme étant de simples cours, de simples jardins, en fait, l'espace à l'arrière de l'habitat en lanière gallo-romain, il est complexe. Et dans chacune des 3 maisons que vous avez ici, 1, 2, 3, on a pu mettre en évidence soit un petit élevage de porcs, soit une basse-cour qui était en place. Donc il y a une vraie vie qui s'installe à l'intérieur de ces espaces en lanière, dans la partie arrière. Ce qui révolutionne un peu notre approche de l'archéologie, puisque l'archéologue, qu'on le veuille ou non, ne s'intéresse qu'aux structures bâties. À partir du moment où il n'y a pas de structure en archéologie, souvent on a tendance à laisser ça de côté. Or, l'espace vide, en archéologie, signifie quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas de traces qu'il n'y a rien. D'où le développement de nouvelles technologies comme les études physico-chimiques des sols, etc., où on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Donc, hélas, c'est la limite de notre discipline. On en revient, mais on étudie principalement le bâti, les fosses, les structures, et ce qu'on ne voit pas, souvent on le laisse de côté, ce qui est une erreur. D'accord ? En laissant de côté les espaces vides, d'un point de vue technique, il y a toute une part des agglomérations ou des sites archéologiques que l'on n'étudie pas. Parce que de façon plus qu'évidente, dans votre jardin, il y a peu d'espace que vous laissez libre, à moins d'avoir des jardins de 10 000 m², mais ça c'est un autre débat. Il y a peu d'espaces qui sont libres et qui ne servent à rien, d'accord ? Et notamment à l'époque romaine, tout sert à quelque chose. Donc voilà, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Bien. Merci pour ta présentation. J'aurais une question avant de passer peut-être le micro à tout le monde. C'est par rapport au Val d'Oise. Est-ce que tu peux penser, au vu de ce que tu en connais, puisque tu es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans le département, que les espèces que tu as trouvées dans le nord de la France sont probablement les mêmes espèces qu'on trouverait dans les structures valdoisiennes? Alors c'est en projet de travailler, de développer justement la carpologie dans le Val d'Oise. Pour l'instant, il y a Françoise Tout-le-Monde et Marie de Rumeau qui ont un petit peu travaillé sur le département. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé, l'idée c'est de développer ça.
Et depuis 1 an et demi, sur tous les sites qu'on étudie, en tout cas en ce qui concerne le SDAVO, on multiplie les études. C'est juste que ça me semblait un peu prématuré de faire un bilan actuellement. Mais effectivement, alors ça va dépendre des périodes en fait. Les Romains vont avoir tendance à normaliser un peu tout. Pour l'époque romaine, ce qu'on va retrouver dans le Val d'Oise et dans le reste de la Gaule, c'est assez similaire, à une exception près. Ça va dépendre de la qualité du terrain. Les Romains s'adaptent à la qualité du terrain. Si on va du côté, alors sans vouloir, plutôt dans l'Est, la qualité du terrain est pour les céréales c'est de moins bonne qualité, donc on va limiter les blés nus par exemple. Les blés nus, c'est vraiment un taxon qui est très compliqué à mettre en culture parce que c'est un taxon qui est exigeant. Donc dans le bassin parisien, on a des terres fertiles, donc ça fonctionne très bien. Mais dès qu'on sort du bassin parisien en sens géologique du terme, ils vont s'adapter, les Romains, et avoir tendance à cultiver épeautres, amidonniers, qui sont des céréales, des blés vêtus moins exigeants. Mais d'une manière générale, après, il y a un nivelage à l'époque romaine. À l'époque historique, donc âge du bronze, âge du fer, on va quand même avoir des petites différences régionales qui sont plus marquées, hein, mais pour une raison qui est assez évidente, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'unité gauloise ou quoi que ce soit. C'est plein de petits mondes différents. Donc là, on va avoir plus de différences. Et au Néo, on a encore plus de différences parce que on est plus loin et qu'il y a des espèces qui continuent à arriver. Il y a des domestications qui se font. Donc voilà. Mais dès l'époque romaine, après, on a une sorte de nivelage, de normalisation qui s'installe, quoi. Je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Attendez, je vous passe le micro. Vous avez parlé de l'ortie et sans détailler, associé au lin, cannabis, tout ça c'est pour faire du tissu, c'est ça ou... Alors en fait, sur le site de Pécancourt, le seul taxon que je peux assurément décrire comme ayant été utilisé, c'est le chanvre, parce qu'encore une fois, il y a l'histoire de la pression écologique. Le chanvre aurait disparu s'il n'avait pas été exploité. Le problème que pose l'ortie, c'est que l'ortie pousse partout, en abondance, et qu'en plus, un pied d'ortie produit énormément de graines. Donc sur le site de Pécancourt, j'ai énormément d'ortie, mais est-ce que, là c'est un biais méthodologique, est-ce qu'il est présent parce qu'il y avait un pied d'ortie qui a fait beaucoup de graines, ou parce qu'on l'exploitait ? Ça, pour l'instant, je ne peux pas y répondre, et notamment parce que d'un point de vue de la physico-chimie, le chanvre et l'ortie ont à peu près les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Il y a beaucoup de fer et beaucoup de manganèse à l'intérieur. Donc la différence entre les deux, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque romaine, pour le site de Pécancourt, vu que c'est romain, l'ortie est utilisée pour faire des cordages, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pline l'explique très bien. C'est pas forcément la plante qui est la plus recherchée, parce que ça crée une fibre un peu décrite comme étant un peu grossière par rapport au lin et au chanvre, mais c'est utilisé, ça, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne le lin à Pécancourt, j'ai que quelques carporès de lin. Donc c'est pareil, là c'est un biais. Le lin produit moins de graines que le chanvre et l'ortie, et le lin se conserve beaucoup plus mal que le chanvre et l'ortie. Donc est-ce qu'on est en présence d'un biais méthodologique ? Est-ce que le lin était cultivé et utilisé ? Est-ce que sur un même site on peut faire le ruissage de plusieurs types de fibres différentes ? C'est des questions qui restent en suspens, quoi. En tout cas, le chanvre, c'est sûr. Pour le reste, c'est à voir. Mais on sait que les Romains cultivaient ces 3 plantes-là pour faire de la fibre végétale. Alors, je reviendrai aussi encore sur le Val d'Oise, juste pour aussi te demander, par rapport donc aux études que tu vas développer sur les prochaines fouilles ou les fouilles récentes, par rapport à des fouilles anciennes qui ont eu lieu sur le département, est-ce qu'il y a suffisamment matière de carporeste conservée dans le stockage, les lieux de stockage du SDAVO qui pourront être encore exploités pour des études par rapport aux techniques d'aujourd'hui, d'études scientifiques? Alors le problème qu'on va avoir, c'est que la plupart du temps, l'échantillonnage de sédiments n'est pas obligatoire. Ça, c'est dû au fonctionnement de l'archéologie préventive française. Voilà. Donc, ce qui signifie que, pour répondre à la question, au SDAVO, on n'a pas de stock de prélèvement de côté. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas imposé, après c'est une question de coût, enfin bon, bref, c'est pas forcément fait.
Maintenant, depuis que je suis là, c'est quelque chose qu'on a généralisé parce que ça en soi pas spécialement de coût. Maintenant que je suis là, on ne fait pas appel à des extérieurs. Donc ça, on va le systématiser. Mais c'est un problème dû au fonctionnement de l'archéologie préventive, ça. Voilà. Mais en arrivant, j'ai fait le bilan. On a un peu moins d'une dizaine d'études carpologiques menées dans le Val d'Oise depuis l'histoire de la carpologie, ce qui est peu par rapport à d'autres départements, quoi. Vraiment très peu. Voilà, c'est pas la faute des carpologues, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'archéologie. Mais on va modifier les choses. Oui, ma question concerne le néolithique, les sépultures du néolithique. Est-ce que vous retrouvez également des graines ou des résidus végétaux dans les sépultures? Oui, il n'y a pas de. Les carporès se conservent dans tout contexte. Donc pour le néo, on va être principalement sur du carbonisé, mais il n'y a pas de problème. C'est toutes les périodes. D'ailleurs, c'est pas des carporès, mais ce que vous m'avez confié, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, des empreintes de végétaux du Carbonifère, tout peut se conserver, peu importe la période, en ce qui nous concerne, nous archéologues, jusqu'au Paléolithique, avant la présence humaine, bon. Mais tout peut se conserver, toutes les périodes, voilà. C'est pas un problème. Et même à l'époque contemporaine, on commence à développer la carpologie pour l'époque contemporaine, parce qu'au final, pourquoi ne pas en faire pour l'époque contemporaine? Mais oui, tout peut se conserver. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ma deuxième question concerne les plantes médicinales. Est-ce que vous retrouvez déjà des résidus de plantes qui étaient cultivées pour leurs usages médicaux? Là, la problématique qu'on va avoir, c'est pour les Romains, pour ce que je connais très bien, d'accord. Les Romains utilisaient beaucoup plus de plantes médicinales que nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils utilisent réellement comme étant une plante médicinale et qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas? Par exemple, j'aurais pu aujourd'hui vous présenter un cas qui est hyper intéressant à Châteaublot, c'est sur la Jussiam noire. La Jussiam noire, aujourd'hui, c'est une solanacée entièrement toxique. Vous consommez de la Jussiam noire, autant vous dire que vous n'allez pas être très bien. Cependant, il semblerait que l'usage de la Jussiam noire à l'époque romaine et même jusqu'à l'Empire ottoman, y ait un usage. Cependant, aujourd'hui, alors sauf si peut-être que je m'avance trop et on n'utilise plus vraiment la Jussiam noire, d'accord. Alors, quand je le retrouve dans un contexte archéologique, est-ce que c'est une mauvaise herbe, parce que ça pousse à l'état naturel en France, enfin en Gaule à l'époque. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est pas utilisé? Voilà. Et on a un cas de Jussiam noire du côté de Châteaublot. On a une concentration qui est extrêmement intéressante. Et pendant très longtemps, on a considéré la Jussiam noire comme étant juste une mauvaise herbe. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit, on a étudié en Turquie actuellement des pipes par la physico-chimie. On a retrouvé de la Jussiam noire à l'intérieur. On s'est aperçu, c'est un article passionnant, qu'avant d'aller au combat, les troupes de l'Empire ottoman fumaient, certaines troupes, pas toutes, fumaient un petit peu de Jussiam noire parce que ça vous met dans un état second. Et comme ça, on allait au combat comme ça. Donc ça dépend des périodes en fait. Et c'est toute la difficulté des plantes médicinales. Par exemple, les Romains considéraient la verveine comme étant une panacée universelle. Il n'y avait pas mieux que la verveine. Aujourd'hui, la verveine, vous prenez une petite verveine avant de dormir, quoi, et puis ça s'arrête un peu là, quoi. Mais ils considéraient qu'ils pouvaient tout faire avec de la verveine à l'époque. Donc c'est attention au contemporanéisme, attention à ne pas aller trop loin. Voilà, ça prendra du temps, mais effectivement, c'est tout un pan de la carpologie qui est passionnant, mais qui pose problème, justement. Sur quelle fouille vous travaillez en ce moment dans le Val d'Oise? Alors là, la prochaine, on part sur la ZAC Bossu, donc juste à côté, sur la chaussée Jules César, juste à côté de l'Université Saint-Martin. Voilà, donc c'est pas un secret de toute façon. On a une nécropole bas-empire, donc avec un nombre de sépultures à définir. En dessous, on a un établissement rural. Voilà, et on part là-dessus à partir de la semaine prochaine, lundi prochain. Voilà. Et sinon, j'ai une autre question là, sur les bûchers funéraires. Donc il y avait des céréales, des graines de céréales. On disait qu'une hypothèse, c'était qu'ils les jetaient à la volée. Et sinon, il y a d'autres hypothèses. Ils les mettaient en temps. Enfin, quelle était... Si vous voulez, naturellement, mais ça c'est pareil, c'est du contemporanisme. On a longtemps considéré qu'ils posaient sur le bûcher. Ça brûlait, ça tombait. Voilà.
Ce qui pouvait expliquer l'explosion comme ça, le fait de retrouver partout. Parce que si vous tombez de 2 mètres, forcément, la céramique s'explose et vous en avez partout. Mais l'hypothèse de la volée, ça voudrait dire qu'il y a... Alors ça change pas mal de choses, hein, parce que si vous voulez, si on met tout sur le bûcher et qu'on regarde le corps brûlé, ça veut dire qu'on est dans l'attente. Si on se met à balancer des choses sur le bûcher pendant que ça brûle, ça veut dire qu'il se passe un acte pendant la crémation. Donc ça change pas mal de choses. Mais dans les faits, le fait de balancer ou que ça tombe sur le sol donnerait à peu près le même résultat. Donc ça, c'est un débat, si vous voulez. Mais on touche presque à l'ethnologie, à l'acte, au fait de qu'est-ce qui se passe pendant la crémation. Donc pour l'instant, on ne sait pas y répondre, quoi. Voilà. Et surtout que c'est plus complexe que ça, parce qu'en fonction des peuples romains, après ils vont rassembler parfois les ossements et les charbons en plein cœur du bûcher, c'est-à-dire qu'ils vont tout mélanger. Donc on n'a plus l'acte en soi, donc compliqué, quoi. Les bûchers extrêmement compliqués. On aimerait que ça soit figé, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de texte qui explique les rites. En fait, on a beaucoup de sources sur l'agriculture, sur les pratiques agricoles, sur l'acte en soi funéraire. En fait, c'est extrêmement problématique parce que sur le site que je vous ai présenté, on est chez les Atrébates, on est dans le nord des Atrébates, on est au 2e après. Le site fait de la crémation, tout autour dans la même cité, on fait de l'inhumation, si vous voulez. Donc à la même époque, il y en a qui vont nous parler d'inhumation alors qu'eux continuent la crémation. J'ai envie de vous dire que c'est un immense mélange de plein de choses. Donc voilà, mais le cas est extrêmement intéressant, mais chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas du tout lié à la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est pas lié au développement du christianisme ou quoi que ce soit au IIIe siècle. Chacun, en fonction des pratiques, revient à l'incinération, à l'inhumation. On a même des nécropoles où il y a les deux en même temps, incinération et inhumation. Donc pour l'instant, c'est assez à l'étude, quoi, hein, c'est le principe, quoi, de l'archéo. Une autre question ? Vous indiquiez tout au début de votre intervention que seul vous ne pouviez pas répondre à toutes les questions qui se posaient sur un site. Par expérience, avec quelle autre discipline, quelle autre vous travaillez, vous êtes amené à travailler le plus souvent ? Vous allez me dire ça dépend du site, mais peut-être que l'expérience fait que vous êtes amené plus souvent à travailler avec d'autres collègues spécialisés. Non, mais si vous voulez, déjà bêtement, ma discipline ne date pas. C'est-à-dire que si je peux vous dire que c'est un site romain, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la céramique, parce que j'ai des collègues qui vont travailler sur la datation des sites, etc. etc. Assez naturellement, en paléo-environnement, j'ai envie de vous dire, avec l'archéozoo, comme ça permet d'avoir une approche complémentaire sur l'alimentation. Mais là, je pense on est resté en surface, hein, mais montrer que l'archéobota et notamment la carpo, c'était pas que l'alimentation. Par exemple, sur le cas de Pécancourt, si j'ai pas mon collègue Thomas qui m'analyse un peu la physico-chimie de ces parties métalliques, peut-être que naturellement, j'aurais dit, le chanvre, ouais, j'en ai beaucoup, mais hasard peut-être, vous voyez. Là, c'est plus du hasard parce qu'il est là, et en même temps parce qu'il est là au bon moment. C'est-à-dire, je regarde ça à ce moment-là, et il me dit, si tu veux, peut-être que je ne l'aurais pas fait s'il n'avait pas été là. Tout est... Moi, sur mes sites, dans un monde idéal, j'aimerais avoir tous les spécialistes du monde. C'est pas possible, mais voilà. C'est un céramologue absolument essentiel pour les cultures qui font de la céramique, bien sûr. Et les spécialistes de l'instrumentum pour le carpologue, c'est pas mal aussi. Ceux qui vont travailler sur les outils agricoles, voilà. Et après, j'ai un peu de palino, c'est super, si c'est possible. Les phytolithes, les études physico-chimiques, c'est très à la mode, hein, mais c'est pareil, c'est aussi un Graal, quoi. Ça coûte tellement cher que... Voilà. Vous parliez de la palynologie, c'est ça, c'est l'étude des pollens. Oui. Je voulais savoir comment on peut détecter des pollens dans vos échantillons. Est-ce que parce que ça reste assez microscopique, non ? Comment font-ils ? C'est un peu le même principe. On va faire des prélèvements de sédiments. Et ces prélèvements de sédiments, on va juste les tamiser sur des mailles encore plus petites. Et ensuite, on fait des lames minces avec.
et on passe ça sous microscope cette fois, pas sous bino, mais sous microscope, ce qui permet d'avoir des pollens, en sachant que le gros problème du pollen, c'est qu'il va y avoir une contamination, le pollen voyage beaucoup, et lorsqu'on fouille, vous avez des contaminations contemporaines de pollen en fait. Et un pollen moderne ou un pollen antique, la différence n'est pas folle, quoi. Donc il faut faire très attention en termes d'échantillonnage. Voilà. Et les pollens résistent assez mal à la sécheresse, donc on va plutôt échantillonner sur des structures plutôt humides. Et si on a des structures sèches, on va préférer les phytolithes, qui sont l'étude des cellules silicifiées des végétaux. Donc vos cellules, elles sont figées dans le temps, en fin de compte, par calcarification, etc. Et c'est exactement le même traitement, mais les phytolithes résistent à la sécheresse. Donc voilà. En fonction de la nature du sédiment, on va changer de discipline, quoi. Une dernière question éventuellement. On refait passer là-bas, s'il vous plaît. Pardon. J'étais étonnée quand vous disiez que les prélèvements en carpologie ne se faisaient pas systématiquement. C'est propre sur des périodes plus récentes, je peux comprendre, mais je suis assez étonnée de vous entendre. Et comment ça se fait un prélèvement si vous n'êtes pas là, s'il n'y a pas un spécialiste, s'il n'y a pas un carpologue? On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un carpologue pour faire un prélèvement. Non. On est d'accord. Le prélèvement, c'est juste un seau de terre de 10 litres, hein, donc ça, jusque-là, tout va bien. On a des seaux standardisés de 11 litres. Pourquoi 11 litres? Parce que comme ça, quand on met la terre, on met 10 litres dedans, et vu qu'il y a un peu d'air, ça va jusqu'en haut, quoi. D'accord, il faut imaginer qu'il y a de l'air dans le seau. Donc c'est des seaux de 11 litres pour 10 litres de sédiments échantillonnés. Donc ça, c'est standardisé. Après, sur la question des prélèvements, en ce qui nous concerne au SDAVO, on est dans le préventif. Et dans le préventif, c'est pas le sujet aujourd'hui, il y a une question de coût. Une étude carpologique, ça a un coût, mais comme toutes les études, et de temps en temps, c'est pas quelque chose qui est demandé. Voilà. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais théoriquement, on en ferait systématiquement, évidemment. Donc en programmé, on en fait davantage. Alors en programmé, si votre responsable d'opération il est en lien avec un carpologue, ça peut être oui. Mais dans le programmé, il y a quelque chose qui touche au bénévolat, ce qui n'est pas le cas du préventif. Hein, donc voilà. On ne peut pas faire appel, on ne peut pas demander à des gens d'intervenir gratuitement sur du préventif. Ça ne marche pas comme ça. Bien, merci pour cette présentation. Et je vous dis donc à septembre prochain pour la nouvelle programmation. Vous pourrez prendre le dépliant donc, de la programmation de l'année prochaine et le dépliant aussi du service départemental d'archéologie. Merci.